Tout évidemment le nœud du problème autour de la défense de Jonathan Daval et évidemment les proportions que ça a pris quand Marlène Schiappa a réagi. Je vais rappeler quelques mots des avocats de Jonathan Daval. Ils ont affirmé que leur client avait tué Alexia par accident. Je les cite, qu'il ne voulait pas, qu'il était la cible de violences verbales de la part de sa femme qui, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants. Réaction outrée de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Écoutez. Je n'interviens pas dans l'affaire judiciaire qui est en cours. En revanche, je suis chargée dans le gouvernement de réussir à faire abaisser le seuil de tolérance de la société aux violences, notamment conjugales. À cet égard, je suis profondément choquée du traitement médiatique qui est fait, non pas d'une plaidoirie ou non pas d'un propos qui aurait été tenu dans un tribunal, mais de propos médiatiques repris en boucle sur les médias qui font ce que les sociologues appellent du victim blaming, c'est-à-dire faire comme si les victimes méritaient d'être frappées. Raphaël Rémy-Leleu, je vais vous donner la parole. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Est-ce qu'elle a eu raison, Marlène Schiappa, de s'immiscer comme ça dans ce dossier, une affaire en cours, une affaire judiciaire en cours, et déjà sensible? Alors, ça n'est pas à moi de dire si une secrétaire d'État a raison ou pas. Quel est votre sentiment? En tout cas, votre réaction choix stratégique à elle, à Marlène Schiappa, de commenter une affaire judiciaire lui appartient. Par contre, la deuxième partie de son discours, qui est celle où elle décrypte ce qu'est une stratégie d'agresseur, la difficulté auxquelles sont confrontées les femmes victimes de violences à être crues, à être entendues à cause de ce victim blaming, de cette minimisation des violences en permanence, ça c'est un discours politique qui est important. Et de notre point de vue à Oser le féminisme, dès lors que les deux avocats ont eu une parole publique, ils participent de cette culture. Mais attendez, j'entends la deuxième partie de votre réponse, mais elle s'immisce dans un dossier dont on n'a pas encore les tenants, les aboutissants. Vous n'avez pas l'impression qu'elle a, j'allais dire, pas respecté la séparation des pouvoirs, tout simplement? Ça vous choque pas juste cet aspect-là quand même? Vous avez aussi ce recul-là. C'est un recul peut-être, mais ça n'est pas à moi de m'en prononcer. Ça, on en parlera avec des personnes qui veulent discuter des droits de la défense, qui veulent discuter de la séparation des pouvoirs. Moi, j'aimerais en retenir cet aspect particulièrement choquant qui ont été finalement les phrases prononcées par les avocats, en plus de leur positionnement ou de leur stratégie judiciaire. Serge Portelli. On a souvent rappelé à Mme Schiappa quel était le domaine exact de ses compétences en tant que secrétaire d'État. Donc, dans d'autres domaines que je ne rappellerai pas. Je pense que là, on aurait pu imaginer, et encore avec difficulté, que le ministre de la Justice intervienne. Mais vous vous rendez compte, si un ministre intervient à chaque fois qu'un avocat prend la parole pour la défense d'une personne, je veux dire, à ce moment-là, il faudrait quasiment créer un ministre uniquement pour faire des observations sur les défenses. Enfin, ça me paraît quand même légèrement... Et en plus, est-ce que c'est vraiment à l'avantage du politique, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est... en règle générale, d'intervenir dans les affaires judiciaires? Des souvenirs que j'ai des quelques dernières décennies, c'est généralement jamais trop à l'avantage du politique de déborder de son rôle. Patricia Tourangeau, vous avez l'habitude de ces affaires, même si là on est dans un cas encore très particulier. On voit effectivement que les politiques s'en emparent. Oui. Nicolas Sarkozy était le roi quand même. À chaque gros fait divers, Nicolas Sarkozy intervenait, Nicolas Sarkozy faisait voter une loi derrière parce que les textes n'étaient jamais suffisants à ses yeux. Donc de l'affaire de Laetitia dans la région de Nantes, voilà, on en a eu des tonnes et c'est pas toujours heureux justement que les politiques interviennent à chaud comme ça, alors que l'opinion publique est à cran. Et je pense qu'il ferait mieux de prendre un petit peu de recul. L'opinion publique, effectivement. Roland Coutenceau, quand on voit effectivement ce qui s'est passé, quand on voit le mensonge, quand on voit ces trois mêmes, même si c'est pas une circonstance aggravante, clairement, on l'a dit même hier, Serge Portelli, vous me corrigez si je me trompe, mais le mensonge, toute la scénarisation, les 3 mois, le contact avec la famille de la part de Jonathan Daval et tout ça, c'est pas une circonstance aggravante, mais sur le plan moral, ça joue énormément. Là, aujourd'hui, les politiques qui s'en emparent, qui se mêlent de ce dossier brûlant et sensible, sur l'opinion publique, ça a une conséquence. Moi, je ferai une observation, c'est que finalement, on voit que ce fait divers, on en connaît certains aspects. Bon, il reconnaît qu'il l'a tué, il a inventé un scénario, il y a la question que le corps a été brûlé. Donc, il y a plein de questions encore qui sont... comment fonctionnait ce couple, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient leurs relations. Ensuite, on le voit comme il y a un côté
je dirais, interpellant dans ce passage à l'acte. Donc, chacun peut, peut-être un peu rapidement, y compris nous, poser une lecture ou une hypothèse sur le passage à l'acte. Et après, les gens se répondent, parce qu'il y a des lectures de cet acte qui ne conviennent pas à certains, et chacun parle de son point de vue. Après, si chacun qui a son idéologie sur, par exemple, les relations hommes-femmes, ça n'en parle. Moi, je trouve que c'est un peu excessif, c'est un peu rapide. Ceci dit, chacun parle librement, mais... et à sa perception, reçoit en tout cas ce qui s'est passé, ces événements tragiques à sa manière. Raphaël Rémy-Leleu, l'avocat de Jonathan Daval, il a précisé ce soir sur un plateau de télévision qu'il ne parlait pas d'accident pour l'assassinat, mais pour qualifier ce geste tragique finalement qui bouleverse sa vie, qui bouleverse évidemment plusieurs vies et qui fait parvenir à ce drame. C'est ça qui a véritablement choqué Marlène Schiappa. Vous-même, vous avez repris cet aspect-là, mais en même temps, il a le droit de défendre son client comme il l'entend, j'ai envie de dire. Bien sûr, et je pense que ni Marlène Schiappa ni moi n'avons été les seuls à réagir. Ces interventions ont choqué énormément de gens, l'opinion publique, puisque c'est une intervention très médiatisée qui a eu lieu. Et ce mécanisme vraiment très sournois, insidieux, de minimiser les violences en parlant d'accidents, en parlant du caractère de la victime qui avait été présenté de manière uniquement améliorative au cours de ces 3 derniers mois. Et aujourd'hui, on nous parle d'excès de violence, on nous parle de médication. Tout ça n'existait pas auparavant. C'est vraiment un début d'enclenchement, de renversion de la culpabilité qui a une stratégie typique pour protéger les agresseurs. Minimiser son acte. Pour minimiser son acte. Parce qu'il est son avocat, parce qu'il est dans son rôle, non? Mais il peut être dans son rôle, mais notre rôle également, c'est de le critiquer et de montrer en quoi cette stratégie probable de la défense s'appuie sur des mécanismes sexistes qui permettent, en fait, chaque année à des agresseurs de femmes de s'en tirer en toute impunité. On a franchi, Serge Portelli, un seuil, là, quand on voit la stratégie des avocats de Jonathan Daval. On est passé dans une stratégie qui est vraiment borderline, c'est ça? Écoutez, est-ce que c'est une stratégie va à l'encontre de l'intérêt des femmes? Attendez, est-ce que les avocats de M. Daval ont une stratégie? Je n'en sais rien, simplement j'émets un léger doute. Voilà. Bon, parce que c'est quand même des réactions à chaud bon, je n'en dirai pas plus. Mais on est en 2018. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, on aurait pu parler de crime passionnel. Le crime passionnel en 2018, ça ne passe plus. On a complètement changé d'époque, très vite d'ailleurs. Voilà. Donc il faut que les avocats des mises en examen adaptent leur stratégie à ça, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a, enfin, voilà, il y a cette association, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Et puis il y a eu des faits, et puis il y a eu l'affaire Weinstein, et puis il y a évidemment les réseaux sociaux, et puis il y a tout ça, Patricia Tourangeau. On est dans un cycle différent. On peut bien sûr aller effectivement sur ces dénominations et sur ces... Bien sûr. C'est comme si, au nom de la stratégie de la défense, un avocat d'un violeur, en fait, disait que voilà, la fille portait une mini-jupe. C'est à peu près du même tonneau, quoi. Et c'est dommage. Enfin, voilà, il faut qu'il pense un petit peu plus. Que je crois que voilà, ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe pas. Marlène Schiappa n'a pas hésité à parler directement de féminicide. C'est un terme juridique? Expliquez-nous. Pas encore. Pas encore, mais ça progresse. Le terme féminicide, c'est un terme qui est employé depuis plusieurs années dans plusieurs pays, y compris l'Espagne et l'Amérique latine. Et c'est le nom d'une campagne d'Oser le féminisme, Reconnaissons le féminicide, qui est une campagne de 2014 pour reconnaître à la fois par le grand public, par les médias, pour qu'on cesse d'entendre parler de crimes passionnels, mais aussi dans le code pénal, le féminicide comme le meurtre spécifique d'une femme parce qu'elle est une femme, ou d'une fille parce qu'elle est une fille. Et je crois que c'est important à souligner, c'est que finalement ce changement d'époque, c'est aussi une compréhension plus fine des mécanismes des violences et une compréhension à laquelle il faut que toute notre société s'adapte, y compris notre système de justice. C'est comme l'infanticide. Avant, il existait le crime d'infanticide qui n'est plus dans le code pénal. Maintenant, c'est assassinat sur un enfant, sur son propre enfant. Moi, je suis pas contre que les termes soient... évoluent et en fonction... Voilà. Je voudrais revenir sur 2 éléments. On a entendu tout à l'heure avec vous, Roland Coutanceau, notamment les témoignages de la mère de Jonathan Daval et d'un de ses frères. Ils nous ont dit à la fois...
ce sentiment de trahison qu'ils ressentaient, et puis aussi le fait qu'il s'agissait de leur frère. En tout cas pour Cédric, c'est ce qu'il disait, c'est mon sang, donc on sera toujours là pour lui. Est-ce que aujourd'hui on peut imaginer que on est dans une autre séquence encore qui va démarrer sur le plan de la psychologie de Jonathan Daval, sur le plan de la psychologie aussi de peut-être son entourage. Il va y avoir d'autres révélations. On n'a pas les clés encore quand on découvre le corps calciné d'Alexia dans les bois près de leur domicile. Il y a deux choses. C'est que le passage à l'acte, il pose encore beaucoup de questions. Je ferai juste un commentaire sur le passage à l'acte. Parfois, tuer sa femme, ça suit, c'est une fin de violence conjugale. Dans d'autres cas, peut-être ici, ça s'est passé en une fois. C'est ni mieux ni pire, mais c'est différent un petit peu au niveau comportemental. L'autre élément, c'est que je pense que chacun est fondé à critiquer la lecture des autres. Mais moi, qu'est-ce que j'observe depuis que je vois des gens qui font des passages à l'acte? Mais que souvent, ils ont tendance, que ce soit une femme qui soit morte ou un homme, à dire que l'autre les a provoqués. Donc c'est finalement un mécanisme de défense, certes imparfait, critiquable, qu'on est fondé à critiquer, mais qui est humain. Le dernier élément que je voulais dire pour réagir sur votre... c'est que je pense que l'attitude qu'a la famille, qu'elle a présentée aujourd'hui dans cette interview, est pour moi, psychologiquement, la meilleure pour dire « on t'aime ». On t'aimera toujours, mais reconnais ce que tu as fait, reconnais que c'est grave, sois un homme et assume la gravité de ce que tu as fait, assume de dire toute la vérité. On voit que, pour l'instant, il a reconnu certaines choses dans la séquence du passage à l'acte et pas d'autres. Donc je pense que si cette famille va comme ça au parloir, c'est plutôt une incitation pour qu'il se livre de façon plus vraie, plus authentique. Patricia Tourangeau, vous en avez couvert des affaires criminelles, votre livre Grégory, la machination familiale aux éditions du Seuil, entre autres. On est dans une affaire exceptionnelle, là, aujourd'hui, au regard du profil de Jonathan, de ce que l'on ne sait pas encore d'Alexia, de ce que l'on découvre au fur et à mesure. Moi, je ne trouve pas que cette affaire soit exceptionnelle. Oui. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? Certes, il paraît avoir tout dissimulé depuis 3 mois, d'avoir menti, mais voilà, je trouve que c'est pas une affaire majeure. Enfin, voilà, c'est un crime de femme. C'est presque terriblement banal encore. Mais voilà, oui, c'est bien ça vrai. Le problème. Voilà, les femmes qui restent les premières victimes des violences au sein des couples. 123 femmes ont été tuées par leurs compagnons, ex-compagnons ou amants en France en 2016, ce qui nous donne une victime tous les 3 jours. On dit que c'est un simple fait divers, mais il faudrait que ça devienne un phénomène de société quand on voit ces chiffres. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que vous avez effectivement ces crimes absolument odieux qui sont, hélas, très fréquents. Voilà. Mais en même temps, cette affaire, je trouve qu'elle est relativement exceptionnelle. Et elle fait partie de ces dossiers qui émergent. Alors on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Pourquoi, même l'affaire du petit Grégory, au départ, est-ce qu'elle aurait dû avoir toute cette importance ou pas? C'est pas évident. Donc on n'y peut rien, elle est là. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Exactement. Tout le monde a son avis sur l'affaire. Et ça va durer encore pendant très longtemps. Évidemment. Et c'est pas plus mal parce que c'est une affaire qui, à mon avis, va nous faire obliger de nous faire réfléchir sur ce que sont les violences conjugales, le féminisme. Exactement. Merci à tous les 4, en tout cas, d'être venus ce soir sur ce plateau nous en parler. C'est Grand Angle à suivre avec Jean-Baptiste Boursier.